On a passé un bon moment. Et ça fait du bien. C'était à la cool avec Lucas Parlefin et Hydro. On a fait le track walk du circuit de Monaco. Un track walk, c'est faire le tour du circuit à pied pour aller voir précisément certains points, certains virages, des changements par exemple, pour repérer la piste soigneusement et éviter des mauvaises surprises une fois qu'on passe à 300 km/h par exemple. Les équipes, les pilotes, les ingénieurs le font en général avant chaque épreuve, dépendamment de si tu t'appelles Raikkonen ou Hamilton, pour valider un certain nombre de points avant de s'élancer pour le reste du week-end. C'est la deuxième fois que je fais un track walk complet à pied. J'avais déjà fait celui de Spa-Francorchamps en 2018, c'était il y a déjà un petit moment. Et franchement, j'adore. On met littéralement les pieds dans l'arène qu'on voit à la télé et ça c'est fou. Alors aujourd'hui, je suis assis, je suis épuisé pour plein de raisons différentes, fatigue accumulée, pas prendre le temps de souffler, ça se transforme forcément en problème de santé physique plutôt, et quelques événements familiaux, cycle de la vie, ce genre de choses. Je suis donc un peu éreinté par ce début d'année, c'est pour ça que je suis pas debout et que le format de cette vidéo est un peu particulier. J'ai besoin de vacances et ça arrive dans 2 heures. Alors cette vidéo c'est aussi pour passer un bon moment tous ensemble, plus que pour entrer dans chaque détail, même si bah voilà, on va se faire plaisir. Alors vous me pardonnerez les quelques moments où j'ai la langue qui fourche, les moments où mon cerveau envoie une mauvaise info, c'est purement de la fatigue. Parfois c'est un peu aberrant mais c'est rigolo. Alors je n'ai jamais fait un track walk complet sur la chaîne et c'est l'occasion de vous montrer tout ce qu'on peut trouver entre guillemets sur un circuit. Et aujourd'hui c'est assez particulier parce que c'est Monaco. Et à Monaco, le track walk se fait de manière ouverte à la circulation. Donc, sachant qu'on part au moment où c'est l'heure de pointe, c'est vite le bordel. Bah on est complètement à la bourre, hein. On vous attendait comme d'habitude. Oh, on nous attendait. Alors, il faut faire attention parce que derrière, on a Cécile qui a la caméra, elle va pas tarder à trébucher. Dans 3, 2, 1. Attention la voiture, attention. Allez, bâtard. Ah, tu sais qu'à tout moment, c'est un record ça. Non mais arrêtez de marcher vite. La j'avoue, pauvre, j'avoue. regardez. Vas-y, on marche. Attends, partage avec lui. C'est du partage, le sport, C'est micro. partage en fait. On arrive à Sandevop, tu filmes ou pas? C'est le bordel ce track walk, ça commence très mal. A noter qu'on est sur le Courciello, hein, à gauche là. Ah oui, Exactement, full course. Oh là 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 là. Nous sommes donc actuellement sur la route. Ça monte, hein. Ça monte. Absolument. Mais ça monte un peu quand même. Ne pas franchir la belle ligne blanche ici à gauche parce que sinon c'est 5 secondes de pénalité, si pas plus. Okay, oui. Même un drive-thru peut-être. Un drive trou. Ouais, il fait quoi avec son Opel lui? Il est fou lui. Oh là, c'est le. Oui, là, c'est. C'est sympa, hein. C'est un vrai circuit en ville là. Ah ouais. Tout va bien. J'étais à 2 doigts d'aller voir la voiture à gauche là et de faire... Qu'est-ce que vous pensez du virage de Sainte-Dévote? On voit pas bien Sainte-Dévote quand même. Hein. Un avis sur Sainte-Dévote? Pose la question aux touristes. Vas-y. Un avis sur Sainte-Dévote? Pas du tout, non, visiblement. Sainte-Dévote, où vous pouvez déposer un cierge pour protéger les pilotes ou pour leur donner peut-être de la chance d'ailleurs. Bref, une belle église. T'es déjà rentré à Sainte-Dévote? Non, jamais rentré, mais passé très souvent devant, comme les pilotes de Formule I ce week-end, qui vont prendre ce premier virage à plusieurs reprises, n'est-ce pas Lucas? Tout à fait. C'est très beau, c'est très formel, très formel. Bon, on se régale. Ça monte beaucoup pour. C'est vrai que là la montée fait peur. Ouais, hein. j'avoue que ça Par contre, je vais vous dire un truc, c'est qu'à Sainte-Dévote, il y a quand même quelques petits cartons et j'espère que personne se fera mal pendant ce week-end de Formule I. Il a pas tort, il a pas Pendant le week-end de Grand Prix de Formule 1 évidemment. Sergio Pérez, c'était par là. C'est un peu plus haut là. Un peu plus haut. Tu nous feras une palette là. On va voir ça, on va voir On ça. prend une palette. Le premier virage du circuit est celui de Sainte-Dévote, car à l'extérieur, derrière l'échappatoire, il y a une église qui porte le nom de cette sainte. Sainte-Dévote, c'est la patronne de Monaco, c'est un lieu important pour les Monégasques. Alors je vais pas aller plus loin, mais son histoire est intéressante tout de même, puisque ça lie avec des problèmes qui s'est passé en Corse à ce moment-là, c'était en 304, donc c'était il y a très longtemps. Bref, en parlant de Sainte-Dévote, il y a eu des moments marquants ici, dans cet échappatoire, ou en tout cas dans ce premier virage. En 2013, Felipe Massa a eu un très gros crash pendant la course. En 2015, Verstappen a tenté de dépasser Romain Grosjean, mais a fini tout droit dans les barrières, un choc frontal particulièrement violent. Malgré tout, ce virage de Sainte-Dévote est généralement plutôt bien négocié, même avec des rails et un effet un peu entonnoir. Les pilotes passent assez sans souci. À part quelques pilotes un peu trop optimistes qui viennent arracher des trains avant ou arrière en sortie de virage, la plupart du temps, ça se passe bien, y compris au départ. Non mais vous savez, quand on était à Jeddah, là, le fameux « s'il y a un rail, Verstappen ne prend pas le virage ». Bah là, il y a un rail, et j'ai pas souvenir d'un départ en Formule 1 où les pilotes s'accrochent à la sortie de ce virage depuis un paquet d'années.
Et on a cherché avec Lucas et on n'a pas spécialement trouvé. Parce que de dire que si on met un mur, Verstappen ou Kimi Antonelli à Miami par exemple, on s'en fout, hein, de mettre un mur, bah il passe pas le virage, c'est idiot parce que les pilotes abordent justement différemment un virage s'il y a un mur et ils laissent de l'espace. Ça devrait être d'ailleurs ça la règle. All the time you have to leave the space. Et à Sainte-Dévote, bah ça passe à 2 de front sans trop de problèmes au départ, car tout ne se gagne pas ici, mais potentiellement tout peut se perdre. Et les pilotes ils le savent parce qu'il y a 78 tours à faire. Bon alors, on en reparle au départ du Grand Prix cette année, ça se trouve ils vont tous s'emboîter comme ça a été le cas en 2013 en GP2, un joli carambolage, un qui loupe son frein, qui se met tout droit dans le mur et c'est terminé, bonsoir. Voilà, drapeau rouge, tout ce que vous voulez. Par contre là, la montée d'Ostende, ça c'est vraiment quelque chose. C'est une fausse ligne droite et il faut être conciliant avec les autres quand on est en côte à côte, sinon bah, c'est Pérez 2024 et alors là, t'en fous partout. Alors en haut, on arrive à Beau Rivage, je crois, puisque juste après c'est Massenet. Il y a aussi une petite bosse en fin de montée qui a été gommée avec le temps. Aujourd'hui, les voitures produisent tellement d'appui aérodynamique à ces vitesses qu'elles restent collées au sol. Mais dans les années 50-60, elles avaient tendance à se décharger. C'était technique comme approche. Et dans le documentaire Weekend of a Champion, avec Jackie Stewart, le champion du monde, explique comment aborder la fin de cette montée pour bien entrer dans Beau Rivage et Massenet. D'ailleurs, ce documentaire est une pépite absolue où on plonge dans la technique et l'intimité de la vie de pilote de Jackie Stewart. C'est absolument un banger de fou. Je vous le conseille vivement. D'ailleurs, je crois que je vais me le remater parce que c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Il y a aussi une photo très célèbre de photographe allongé au sol à l'extérieur du virage capturant les voitures. En vrai, bon oui, il y a le danger, mais en vrai, c'est génial de les voir comme ça, là, clac, clac. D'ailleurs, Massenet et le casino, c'est aussi le lieu du clip utilisé par 50 Cent pour Windows Shopper avec une petite Maserati MC12. Voilà, je suis juste grand fan de ce rappeur, donc je me permets de le placer là. Voilà, c'est tout. Bon, bah on est à l'endroit de Sergio Pérez, mesdames et messieurs, où il s'était sacrément bien craché avec... C'était qui? Avec Hülkenberg et Magnussen. D'abord Magnussen, il me semble. Là, ça arrive quand même à plus de 200, donc c'est assez chaud. Puis, bah, quand ça tape le rail, il ne faut pas toucher le rail, surtout en sport auto. Si vous êtes proche d'un rail, proche du circuit, ne mettez jamais une main sur le rail parce que ça va faire une onde de choc. S'il y a un crash, si jamais. Et du coup, ça peut vous pouvez vous faire mal avec. Mais la montée là, c'est une vraie montée. C'est pour ça qu'il existe des ascenseurs publics à Monaco et c'est assez stylé. Nous, on le fait à l'ancienne, là où prennent les voitures, donc ça va faire les petites guiboles. Du coup, là, on va aller vers Massenet, qui avait une petite bosse fut un temps, qui maintenant est un peu gommée avec l'appui aéro des voitures, ça va. Mais on va se diriger vers Massenet et le casino. Bon, en parlant de supercar, on arrive au virage du casino et il y a un paquet de monde. On fait le track walk avec la circulation ouverte, donc forcément c'est le bordel, en particulier ici, parce que tout le monde veut venir voir les belles voitures. Alors j'en profite aussi pour vous donner une ou deux petites anecdotes sur cet endroit mythique. Le casino de Monte-Carlo a été construit en 1863, donc il y a plus de 160 ans, et c'est un symbole de prestige et de luxe. On le voit dans plein de films ou de clips musicaux, bref, je reviens pas là-dessus. Mais les Monégasques ont interdiction d'entrer et de jouer à ce casino. Ça a été instauré par le prince Charles III de Monaco dès l'ouverture de l'établissement pour protéger ses sujets de perdre leur argent, tout simplement parce qu'à l'époque, Monaco n'était pas le pays riche que l'on connaît aujourd'hui. Et cette règle est toujours en vigueur. Voilà, donc si Charles Leclerc veut aller au casino, il peut pas. Légalement, il n'a pas le droit d'y entrer, sauf s'il a une autre nationalité. Bon, ça c'est le côté Pierrot, office du tourisme, pourtant je suis pas payé pour vous raconter tout ça. Un jour peut-être. Retour à la technique un peu. Le virage du casino, il est assez grisant parce qu'on passe assez vite à la corde en léchant le rail et puis il y a toujours un commissaire de piste qui est là après à agiter un drapeau. Mais il faut avoir bien négocié le virage de Massenet juste avant pour être parfaitement positionné pour l'entrée du virage du casino. La sortie, elle est tout aussi grisante parce qu'on arrive sur une espèce de butée puis qui redescend très vite. Et à cet endroit-là, juste après, il y a une grosse bosse où il y avait, fut une époque, une bouche d'égout. Et c'est pour cela que les pilotes en sortie de virage replongeaient en milieu de piste à peu près pour l'éviter. Et puis ensuite, pour bien se conditionner le freinage vers Mirabeau. Même si on n'a plus la bouche d'égout aujourd'hui, les pilotes ont gardé la même trajectoire parce que le but c'est surtout de prendre une marge de sécurité par rapport à la grosse bosse qu'il y a et éviter une sorte de patinage un peu idiot si la voiture se déleste, etc. qui pourrait faire perdre le contrôle de la voiture. Encore une fois, c'est un endroit un peu vallonné où la voiture se déleste, etc. Donc vigilance. C'est con de la perdre à cet endroit-là. Mais ça arrive. On est dans la descente vers Mirabeau, on a passé le casino, il y a beaucoup trop de monde, il y a des voitures qui ont fait des rupteurs. Et c'est interdit à Monaco, donc il y a quelqu'un. Pauvre Aston Martin. Sur la bosse, sur la bosse. Casse-toi, casse-toi. C'est vrai qu'ils l'ont commis, la bosse de l'égout là. Casse-toi, casse-toi. Non mais j'avais peur pour Jordan. Le pauvre, attention.
Va à gauche, Jordan. On va sortir de là. Ça y est, casse, ça sert à Il y a rien. du monde. Hein. Abandonne. Il y a beaucoup de monde, c'est l'heure de pointe, c'est l'enfer. Toi, tu nous envoies au Mais pompier, toi. on est sur la descente de Mirabeau. C'est beau. On est sur la descente de Mirabeau et effectivement, dans la place du casino, il y a énormément de monde. Il y en a un qui vient de se faire arrêter par la police pour avoir fait un rupteur, donc il va se prendre une jolie petite amende. Et on va se diriger vers un endroit absolument sacré de ce circuit. La pole position de Nico Rosberg, puisque eh bien, il a loupé son freinage malheureusement. Complètement crazy le gars. Et il a loupé son freinage et c'est là qu'il a fait un double drapeau jaune et que Lewis Hamilton n'a pas pu faire son dernier tour de Q3. Et c'était la victoire de Rosberg en 2014, si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2014 ce tour-là, mais vous me corrigerez dans les commentaires évidemment. Toujours avec les grillages, c'est beau. Mais il y a un monde de zinzin. J'espère qu'on aura un peu moins de monde au portier et à l'épingle du Loves, quoique à l'épingle du Loves, c'est un des endroits les plus intéressants pour le car spotting. Il y a tout le monde qui vient prendre des vidéos et des photos de très très belles voitures. Et jusqu'à présent, on n'est que au Prix, on n'est pas encore au Grand Prix de Formule 1. Il y a déjà de très très belles voitures. On a vu des F40, on a vu des LaFerrari, on a vu une Bugatti Chiron se prendre un PV un soir. C'est mercredi soir, je crois. C'est pris un PV parce que mal garé. Là, on a une 812 Superfast qui arrive. Derrière une Méhari, vous allez voir que ça. Vas-y, filme là, Jordan, tu vas voir. Enfin, alors, c'est une sorte de C'est pas du tout une Méhari. Oui, bah, dans ma tête, ça fait genre Méhari. Et puis, tu as la 812 Superfast derrière. Ce qui est plutôt agréable. On va dire ça comme ça. Touche pas ma casquette derrière. Tu crois que je t'ai pas vu? J'ai les yeux derrière la tête, mon ref. T'inquiète pas. C'est aussi là où Lewis Hamilton a foutu sa bagnole dans le mur. C'est aussi là où Carlos Sainz a foutu sa bagnole dans le mur. Qui n'a pas foutu sa bagnole dans le mur ici? Et ben pas beaucoup de pilotes, figure-toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un moineau foutu l'année. Et c'est Carlos Sainz qui est passé dessus. Le moineau, il était déchiré. C'est ici aussi qu'on avait vu son plat de je ne sais quelle voiture. Peut-être... non, pas la Red Bull. Ah, nous sommes dans l'échappatoire où Nico Rosberg a garé sa Mercedes, ça c'est beau. Il est arrivé, il a fait bah... Dommage, je n'ai pas pu compléter mon tour de pôle. On a les barrières, vous avez les Tech Pro aussi, qui ont fait leur apparition depuis déjà plusieurs années sur les circuits automobiles, grade 1 notamment, même grade 2, et qui permettent d'absorber beaucoup plus d'énergie, mais surtout de ne pas redistribuer de l'énergie comme les pneus qui sont élastiques et donc qui certes vont absorber mais vont redistribuer derrière. Donc c'est important d'avoir des Tech Pro, surtout sur des voitures en ville, parce que ça stoppe la voiture. Et c'est facilement remplaçable aussi, donc ça c'est quand même plutôt cool. Bon alors vous l'avez remarqué, on a les rails, les Tech Pro, les grillages, bref on a beaucoup d'éléments de sécurité pour faire la course à Monaco. Aujourd'hui on trouve ça normal. Et du coup toutes ces évolutions que je vous détaille dans Premier Virage, eh bien elles sont venues au fur et à mesure des années et malheureusement au fur et à mesure des drames qui se sont passés en Formule 1, notamment à Monaco. La tragédie de Lorenzo Bandini en 1967 a été le premier accident mortel de la catégorie filmé à la télé et c'est là que tout le monde a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour le sport automobile. Alors je vais pas aller plus loin parce que j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première d'un documentaire qui en parle et qui porte sur les commissaires de piste de Monaco que j'ai trouvé vraiment absolument génial. Vous pourrez le regarder sur Canal+ le 24 mai. J'espère que je l'annonce pas trop tôt mais bon voilà. Pareil, je suis pas payé pour le dire mais encore une fois ça fait plaisir et ce documentaire fait du bien pour le coup. Et il y a des images parfois un peu troublantes mais c'est la vie. On arrive Mirabeau, le point de corde c'est la roue avant du scooter le plus à droite. Nickel. Là ça pose le genou, c'est beau, on adore. C'est Racing. MotoGP. MotoGP. Le MotoGP à Monaco. T'as failli dire là, je failli. Ouais, j'ai failli prendre un coup de savate par Jordan les enfants. Et donc on descend et attends, moi je veux que tu t'arrêtes 2 secondes pour que les gens se rendent compte de la distance qu'il y a entre Mirabeau là et à quel point ça descend genre en bas. Là vous avez le gros écran mais il y a une vraie descente. Là on est au niveau du 1, 2, 3, on est à peu près au niveau du 4e étage de cet immeuble là. Donc on est à 4 étages au-dessus tu vois, à peu près. Genre 1, 2, 3, on est à peu près à ce niveau là. Nos petites têtes elles sont à ce niveau là. Donc pour vous dire ça descend quand même pas mal. Je continue un petit peu. Ah, ils sont tous à l'épingle. On a les petits plots pour avoir mis un petit peu de peinture parce qu'il fallait donner un petit coup de frais quand même, c'est toujours agréable.
L'épingle du Fairmount, que j'appelle toujours l'épingle du Loves par habitude, parce que c'était comme ça avant. Avant, c'était une ancienne gare d'ailleurs, et c'est aussi l'un des virages les plus lents et l'un des plus serrés en Formule 1 sur le calendrier jusqu'à ce jour, je crois. On a eu un bon nombre de contacts en F1 ici, mais par contre en Formule E, bah, ça arrive à faire des 3 de front quand même. C'est littéralement une zone de dépassement par l'extérieur ou l'intérieur, mais genre vraiment pour la Formule E. D'ailleurs, je vous en touche 2 mots, hein, mais la Formule E à Monaco, juste en termes de course et de spectacle en piste, c'est zinzin. J'ai eu la chance d'en parler avec Jean-Éric Vergne et il me disait qu'en Formule E, il avait à peu près dépassé à tous les virages du circuit à un moment donné ou un autre en 11 saisons de Formule E. C'est quand même dingue. D'ailleurs, l'interview, on essaiera de vous la remonter, etc. Peut-être qu'on vous la mettra sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire, donc restez branchés. Alors, on peut reprocher plein de choses à la Formule E, mais en m'y intéressant d'un peu plus près, il y a vraiment plein d'éléments hyper intéressants pour faire la course. Le vrai truc qui manque et qui est chiant, c'est le son, tout simplement. La Formule E montre qu'avec des voitures plus petites et surtout une manière de piloter et d'envisager la course de manière peut-être un peu plus poussée, en mode backgammon, partie d'échecs comme disait Jean-Éric Vergne, bah on se retrouve avec beaucoup de spectacles quand même en piste et ça c'est vraiment très stylé. Hop, petite précision que j'ai oubliée pendant le track walk à Monaco, on a eu l'occasion de rencontrer Vivien, un abonné de la chaîne qui bosse carrément chez Maserati MSG Racing en tant qu'ingé système pour Stoffel Van Dorn. Rien que ça. Alors du coup on a pu échanger un peu, comprendre ce qu'il faisait, rigoler, bref, à partir de ce moment-là, vous allez voir que ça devient un peu un running gag de le rencontrer sur la piste. Bravo hein. Donc là tu fais tout le circuit comme ça là? Putain, c'est au point près. Je t'ai dit, c'est incroyable, ils font les track limits avec l'Ibra. Ok, ça c'est pour le simu ou c'est pour Pour F125. Combien de temps ça prend de faire le circuit là? 1h30. 1h30 avec la circulation, des petites gouttes qui passent. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu sauras que t'as une communauté en FE. Très bien, c'est noté, j'hésiterai pas. Ça existe, et oui. Un petit débrief bientôt? Un petit débrief de FE bientôt? Non, c'est faux. Merde, j'allais passer derrière rail, mais C'est feu! Oh là, alors Puro Sango et téléphone au volant, je suis pas certain. Hein. Attention. J'ai raté la blague. Merde, c'est que. Vas-y. T'as dit c'est faux, j'ai dit c'est feu. Oh. Jean Gabin? Humoriste? Bien joué. C'est génial. Et t'es obligé aussi de faire le trottoir du coup? Non? Non, je prends juste interne. Juste interne, ok. C'est à faire vite fait. Et après, il y a une marge d'erreur en GPS, c'est pas très précis. Ah! Ouais, en même temps, si on travaille pas avec de la précision. Voilà, donc notre ami Vivien fait le pointage pour Maserati et le simulateur, tout simplement. C'est le. Elle fait tourner le simulateur en fait. Et toi, tu fais tourner le simu? Je suis là parce que je fais le pointage sur le simu comme ça. Ah oui, donc toi, t'es obligé d'être là pour Ce que bien tu sais vérifier pas, qu'il fait pas des conneries. Ce que tu sais pas, c'est que Maserati, c'est un sponsor italien, mais nous, MSG Racing, on est basé ici. On est à Monaco. Oui, ouais, c'est ça, parce que c'est anciennement Venturi. Ouais, c'est ça. Voilà, tout s'explique, tout s'explique. Donc ça va se retrouver dans le simulateur pour Stoffel. C'est exactement ça. Et moi, je suis un G-System de Stoffel. D'accord. Et alors, du coup, c'est quoi un G-System? C'est la fiabilité de l'électronique. Ok. Si ça merde avec une coupure de courant, c'est sur toi que ça fait. C'est Vivien. Très bien. Ça sonne de partout, et voilà. Ça, ok, stylé. Vous utilisez quoi comme simulateur, enfin comme software en simu? Vous avez le droit de le dire ou pas? Non, pas le droit. Ah, on n'a pas le droit. Oh putain, bien sûr, j'aurais posé la question à Flavien, on aurait pu savoir. Mais non, il faut pas dire. Non, vous n'avez pas le droit de dire, ouais. Malheureusement, je suis désolée, je peux pas. Tenu au Après, secret il faut être, professionnel. si vous cherchez bien tout ça, il y a moyen, je pense, de trouver sur les vidéos Ok. communication. Mais Attendez, on voit plus les têtes, allez-y. On sait plus qui parle. On va flouter le visage et la voix, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le virage du portier est un point clé du circuit de Monaco. Une bonne sortie de ce virage-là est essentielle pour aborder correctement le tunnel et se protéger d'une attaque au freinage de la chicane du port. Et puis, c'est l'une des plus longues zones de pleine charge du circuit. Donc, faut optimiser de fou cette sortie-là. Tout simplement, ça conditionne une longue pleine charge, donc à fond. Et d'ailleurs, en 1988, Ayrton Senna menait la course lorsqu'il a perdu le contrôle de sa McLaren ici, abandonnant ainsi une victoire certaine. Cet incident a marqué les esprits car Senna était en tête avec une avance qui était violente. J'ai pas d'autres mots, mais violente. Voilà. Mais vous avez peut-être remarqué que sous certains angles, eh bien, ce virage a visuellement changé. C'est parce qu'on trouve le nouveau quartier de Maritera, littéralement construit sur la mer, à l'extérieur du virage du portier. C'était des rochers et de l'eau avant. Et maintenant, il y a tout un nouveau quartier avec des immeubles et puis des appartements, etc. Alors, pour être passé par ce quartier, c'est vraiment beau et zen surtout. Il n'y a pas de voiture, c'est reposant. Bref, ils ont tellement plus de place à Monaco qu'ils sont obligés de détruire des immeubles.
immeubles pour en construire des plus grands, mais aussi de construire sur la mer. Étant petit-fils d'architecte, personnellement, je trouve ça fascinant. On est au portier, mesdames et messieurs. Le portier, ça a beaucoup changé parce que comme vous voyez, là, il y a des immeubles et avant, il n'y avait pas d'immeubles. C'était de la flotte, tout simplement. C'était de l'eau. Et c'est le nouveau quartier de Monaco qui a été inauguré en fin 2024. Et donc, on est sur cette magnifique relance pour la grande ligne droite et le tunnel. Et donc, c'est ici que c'est un des virages les plus importants du circuit. Plus on redescend, il faut prendre large, etc. Il faut faire attention à ne pas faire comme Sergio Pérez, à mettre un petit coup de gaz un peu trop fort et finir dans le mur pour bloquer toute une session de qualification, ce qui n'avait pas plu à Max Verstappen d'ailleurs. Donc plus ouvert que ce que je pensais le virage du portier. Bon, on va rejoindre les collègues. Le tunnel de Monaco est un passage évidemment emblématique et forcément un peu périlleux, et en 2004, Fernando Alonso y a eu un accident en tentant de dépasser Ralf Schumacher, perdant le contrôle de sa Renault après avoir roulé sur des débris notamment. En 2003, c'était Michael Schumacher qui lui avait connu un incident en sortant du tunnel. Je crois que c'était 2003, je me souviens plus, peut-être 2002. Vous me corrigerez dans les commentaires, j'avoue que là je fais ça un peu de tête. Mais bref, il avait mis fin à sa course prématurément et était rentré d'ailleurs au stand avec une roue en moins, roue avant, droite ou gauche, bref. Alors ce tunnel, il est non seulement difficile par sa rapidité, mais aussi par sa trajectoire, parce que c'est un droite qui se referme, donc faut faire attention et bien se conditionner extérieur-intérieur, mais aussi par la transition brutale vers la lumière du jour en sortant du tunnel. Alors désormais, on a installé des gros spots pour augmenter la luminosité dans le tunnel, pour aider les pilotes à pas avoir trop cette transition entre l'obscurité et la lumière de manière brutale, mais avant ça, sombre, lumière d'un coup sec, ça pouvait un petit peu faire mal et il fallait un petit peu s'adapter à ça. Bref, malgré les améliorations, le tunnel, ça reste un lieu de vigilance extrême, comme l'a montré l'évitement spectaculaire d'Isaac Hadjar en Formule 2 l'année dernière, par exemple. Faut faire gaffe dans le tunnel quand même. On rentre dans le tunnel le plus connu du sport automobile, le tunnel de Monaco. Complètement fou, le gars. Crazy. Sachez qu'il y a Lucas Parlefin juste derrière, il est mort de rire. Et en vrai, ça va être pépite ce montage, je pense. Je sais pas qui va le faire, mais ça va être pépite. Ça va être pépite. Attention, la police vient de passer. Tenez-vous, garde à vous. Vivien fait toujours son pointage. Tout va bien. On va prendre des petites nouvelles de Vivien. Vivien, tout va bien? Ok, tout va bien, c'est bon pour le pointage, on est bon. Tout va bien. Tout va bien. Sur la partie intérieure, la partie gommée ici, justement. Qui perd. On a perdu Vivien, là, il est où? Je crois qu'on l'a dit. Dis-lui pour qu'il vienne. Tu lui dis Vivien. Ouais. Et les gars, fin de journée. Ça tape le soleil. Hein. Vous êtes compris quand même qu'on n'est que vendredi. Et il y a encore samedi, dimanche. C'est vrai que ça décline. Ah bah ouais. Tu es en train de dire que c'est ton apogée aujourd'hui? C'est possible. Attention là, on est comme... le cœur va lâcher. Oh putain merde, le cœur va lâcher. J'ai de la douleur dans le bras gauche. C'est ici que Isaac Hadjar a évité l'accident ultime. Pas ultime, je sais pas, peut-être pas quand même. Il a évité l'accident quoi. Alors sachez que par ici, il y a un ascenseur quelque part, très stylé, pour aller remonter au casino. Parce qu'en fait, on est en dessous du casino. Et à Monaco, il y a des ascenseurs publics, très propres d'ailleurs, qui vous permettent de monter et de descendre dans cette ville, ma foi. T'as travaillé à la mairie. Le fils du corps. Visite Monaco, c'est bon. J'attends encore le chèque, mais je sais pas pourquoi. En tout cas, merci beaucoup à l'invitation. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Il est là-bas. Hein? Vivien. Oh, il y a Vivien là-bas, putain. Je peux terminer mon histoire sur les ascenseurs. Il y a des ascenseurs à Monaco qui vous permettent de monter et de descendre parce que c'est une ville qui est très vallonnée, entre guillemets, qui est construite sur les hauteurs. Très belle, c'est une 3 RS, qui est construite sur les hauteurs. Et du coup, il y a des ascenseurs publics ou des escalators publics, très propres d'ailleurs, et qui vous permettent justement de moins vous fatiguer. Autrement, vous avez des cuisses en béton. Si vous voulez faire du ski et faire une préparation pour aller au ski, venez
venez à Monaco, montez des escaliers, ça va vous faire du bien. Et on est sorti du tunnel. Oh là, il fait encore jour. Hein. Il est où Vivien? Allez, Vivien est au téléphone, faut pas te déranger. Le gars est fou. Allez hop, panneau 200. À l'endroit du crash de Nico Rosberg, de Charles Leclerc, qui avait perdu Sergio Perez, absolument. Qui c'est d'autre qui s'est planté dans le rail ici? Il y a David Coulthard en 2008 qui s'est planté dans le rail ici. Subtil aussi peut-être, ouais. Putain, et alors là on arrive, c'est le moment où ça replonge, la voiture est un poil légère, et là tu peux facilement bloquer les roues, et sur le panneau 100, on coupera au montage. Hein. Ou peut-être pas, on ne sait pas. Ça va faire le final cut. Donc là on est sur le livreur. Il y a à boire et à manger. Entre le tourisme, les anecdotes Formule 1. Là on est bien. Là je suis sur le goudron. Là on est bien. Ça mériterait un petit coup de peinture ce livreur quand même. Hein. Je tiens à préciser, mais ceci dit c'est très beau. T'as vu le choix? Ah oui, et puis derrière, il y a le Yacht Club, que vous voyez, ce grand bâtiment qui avant n'existait pas, puisque c'était là aussi de l'eau. Et depuis, c'est devenu le Yacht Club, où il y a des belles soirées d'organiser, à laquelle je n'ai jamais été invité malheureusement, je suis désolé, mais on n'a pas encore toutes les invitations qu'on voudrait. Mais dans tous les cas, je pense que dans pas longtemps, on ira voir Flavio Briatore. Parce qu'on est chez lui, Flavio. N'est-ce pas, Lucas? Flavio? Eh ouais, on est chez lui. Oh, elle était catastrophique. Oh, c'est en roue. Les mecs, ils vont vraiment croire qu'on est bourré. Il n'y a rien qui va. Vous êtes au courant qu'on n'est pas bourré et qu'on va aller juste boire une orangeade. Il n'y a rien qui va. La nouvelle chicane, c'est son nom, même si on la surnomme chicane du port, ou en tout cas c'est comme ça aussi qu'on peut l'appeler, a été introduite en 1986 pour des raisons de sécurité. Avant ça, on avait un pif-paf très rapide, un gauche-droite très rapide où les pilotes passaient à haute vitesse, ce qui rendait cette section extrêmement dangereuse au fur et à mesure des années. C'est ici que plusieurs accidents majeurs ont eu lieu, comme celui de Bandini qui a marqué l'histoire du circuit, on en a parlé juste avant. L'autre histoire de cette chicane, c'est qu'en 1955, donc c'était il y a déjà un petit moment, lors du Grand Prix de Monaco, le champion du monde Alberto Ascari aurait glissé sur une plaque d'huile répandue par la voiture de Stirling Moss et aurait fini sa course dans le port, dans l'eau, direct. Il a sauté la barrière et plouf, directement. Et le pire, c'est qu'il a survécu à cet accident-là. Alors aujourd'hui, on a, il me semble, des plongeurs toujours en alerte, prêts à intervenir pendant les séances au cas où un pilote décide d'aller faire trempette. D'ailleurs, sur la ligne droite entre la chicane et le bureau de tabac, les yachts qui sont à quai ont pour obligation de s'éloigner pendant les séances de roulage pour des raisons évidentes de sécurité notamment. Mais vous me direz dans les commentaires, je sais plus s'il y a toujours des plongeurs, des hommes grenouilles, je crois qu'on les appelle, pour aller récupérer un pilote si jamais il venait à sortir de la piste et aller dans la flotte, quoi. Une anecdote, monsieur Lucas, par les fins? Alors, ici, c'est là où Fernando Alonso a fait le plus grand Grand Prix de Monaco de l'histoire, en 2010. Le plus grand quoi? Grand Prix de Monaco de l'histoire. P20, il est P20, hein. Pitlane, même, je pense, P6. Pitlane, la P6. Tu te rappelles pas? C'était quelle année? 2010. Il tape en SP3 c'est vrai qu'il tabasse sa bagnole. alors qu'il était là terrible, d'ailleurs il part championnat. Je me souviens Pas du tout de la course pour le coup en 2010. Ici il finit P6, il fait des dépassements, 50 dépassements. Voilà, la légende, le plus grand. C'est le plus beau spot pour dépasser ici. Franchement. Ouais, alors il n'y en a qu'un. Jean-Éric Verne m'a dit qu'en Formule 1 il avait dépassé à peu près à tous les virages du circuit. Il a pris un temps comme ça, il a fait. En Formule 1, oui. Je crois que j'étais passé à peu près sur tout le circuit. En Formule 1, c'est un peu différent, surtout en 2024. Bon, en 2024, on verra 2025. Vous nous direz dans les commentaires, vous reviendrez ici en mode c'était une course soit nulle, soit pas, ça a mal vieilli, c'était incroyable. Incroyable. Le gars est fou. Le gars, en fait, le gars est à 8 grammes. Le gars est sur le yacht, le FB d'ailleurs, le Force Blue. Un très très beau yacht avec des stars évidemment, puisque c'est un week-end à Monaco. Et j'adore ce circuit, j'adore cette ville. On respire le bon vivre, les gens sont adorables, l'équipe est adorable. Évidemment, on se fait un peu klaxonner, mais ça c'est normal, c'est la ville. Je veux dire, on est sur la route, sur le circuit. Et il y a plus de 10 ans, j'étais posté là-bas, au niveau du panneau 50 pour le Grand Prix de Formule 1 2013 et c'était absolument vous travaillez au tabac. Presque. C'est-à-dire? Mais j'ai fait tabac.
derrière, tu vois. T'as fait un tabac? Un tabac, complètement. Oui. Je précise que si on fait un jeu de mots sur tabac, c'est parce qu'on arrive au bureau de tabac et j'ai pas eu la présence d'esprit et la fatigue, voilà. Qui aujourd'hui, ce bureau de tabac se retrouve derrière une tribune, donc on peut pas vraiment voir le bureau de tabac, mais c'est ce virage qui porte ce nom-là, tout simplement. J'avais eu la chance en 2013 d'assister au Grand Prix de Formule 1 à Monaco, légèrement sur la remontée vers le bureau de tabac, donc côté spectateur, et je voyais les voitures passer au point de corde. C'était absolument fabuleux, et c'est aussi ici, sur cette entrée de virage, qu'il y a eu un gros crash entre Pastor Maldonado et Max Chilton en 2013 et qui avait mis tous les tech pros sur la piste et où les voitures, en revenant un tour plus tard, étaient quand même bloquées. Du coup, les voitures se sont arrêtées les unes derrière les autres parce que régime de voiture de sécurité, et j'avais pu voir notamment Fernando Alonso sous mes yeux avec son magnifique casque à l'époque, un peu bleu et doré je crois de mémoire, s'arrêter avant de repartir. Donc c'était un souvenir absolument génial et les V8 quoi. Pouah, les V8. Waouh, c'était fou. Je sais pas où sont passées les vidéos que j'ai filmé, mais c'était 2013, j'étais pas youtubeur frérot. Et donc là, on vient poser la roue antérieure sur le vibreur pour ensuite tirer tout droit directement. Ah bah ils ont croisé des gens qui connaissaient, ça c'est beau ça. Ça va et toi? Donc là on pose la roue intérieure, c'est ça, on vient lécher le rail. Et on vient lécher le rail, c'est bien calculé. Alors le seul inconvénient c'est qu'on a le pot d'échappement des mécanes. Ça, je t'ai fait faire un petit détour, je suis désolé. Ah, tu vois, le simu il sera décalé de 0,2 ici. C'est à cause de moi s'il y a un problème. Sûr. Et là on vient et on tire tout droit, comme ça. C'est ici qu'en 2006, Nico Rosberg, non 2006 ou 2008 s'est mis une boîte. Pas gauche, droite, machin, ça fait le billard. Terminé mon sport. Yeah. Rosberg. Quand 2008. Avec la Williams. Là il se met une boîte, il fait boîte. On sait que c'est une boîte de fou. Nick. Ouais mais c'est là-bas. Et Ricardo aussi. C'est là-bas, oui, c'est En là-bas. fait, c'est en sortant d'ici, il la perd et bam. Attends, c'est quelle année, quel Grand Prix où il y a une safety car qui a déclenché à cause de ça? C'est Rosberg? Ou ça tape deux fois aussi? Il y a un gros choc quand même. Bah, c'est là. C'est en 2008. Mais il y avait, c'était pas 2010 ou 2011 où tu sais, il y avait Vitaly Petrov. Ah, ça. Et ça tape une première fois et les autres peuvent pas s'éviter. Et Ouais, ça c'est ça, casse un exactement. peu les uns dans les autres. Et bip de la Formule 1. Jean-Louis Moncey, bonsoir. Quelle culture. Enfin, C'était à la limite de l'indécence. Oh, n'exagérons rien. Tu veux aller faire un coup? Ça pourrait être mal pris. Non. C'est dommage. Puisque ce sont les S de la piscine. Quelle transition. Voilà. Vous ferez pas un podcast vous deux? Ah, C'est possible, hein. c'est possible. C'est vrai que ça peut arriver. Ouais. Et bah super. Bah voilà. Métal. Eh bah vous voyez, on arrive pile poil là où il faut. À la brasserie de Monaco. Eh ouais. Avec la circulation, c'est. Oh, elle est là la petite. Oh, la petite webcam. La petite caméra pour filmer au ralenti les voitures qui viennent lécher ce rail et qui passent très fort. En vrai, tu sais que en étant assis en mode monoplace, tu peux faire un petit coucou comme ça, t'es en passant. Bon, en vrai, techniquement, si je suis assis là, la roue elle est là, tu vois. Ce qui est pas fou. On y est au virage combien, Vivien? Ah, t'es là, bien. Attends, je me décale. Ah, ça, c'est gentil, ça. Le running gag, putain. Je l'en peux plus. Ils ont resurfacé. Eh, moi, j'en peux plus de votre tracoque là. Hein. C'est bientôt fini? Reste 4 virages. C'est... Comment ça s'appelle d'ailleurs cette chicane? C'est après le tournoi. Et après les S de la piscine. C'est la Donc ici, c'est la chicane de vous... Bah, Les gars, vous nous aidez pas. Hein. Déjà que t'es grand, là, la différentiel de taille. Les... Regarde, posez-vous. On est à la brasserie de Monaco. On est à la brasserie de Monaco. Voilà. N'hésitez pas à aller boire une petite... Faites des pieds l'eau 15 pour avoir 10%. Si seulement, putain. Ce serait stylé, hein. Malheureusement, non, mais... La sécurité veut nous dégager là-dedans. Ah oui, Donc, ouais, tu l'as il y a moyen.
Bon allez. À cet endroit, on a Charles Leclerc et Max Verstappen qui se sont crashés. Et c'est un endroit où, quand le circuit n'est pas fermé à la circulation, ou quand il n'y a pas de circuit de Monaco, bah vous pouvez aller déjeuner à la terrasse de la brasserie de Monaco, entre autres par exemple. C'est hyper sympa et c'est assez cocasse de pouvoir manger un petit fish and chips à l'endroit de l'impact de Charles Leclerc et de Max Verstappen notamment. Donc il y a des moments, bah vous asseyez là, tu fais... Et ben juste là, crac! Terminé, bonsoir. C'est cocasse, tu peux pas faire ça sur un autre circuit dans le monde, probablement. On quitte la chicane qui n'a pas de nom, puisqu'on n'a pas été capable de le trouver. Et on est dans cette partie qui arrive vers la Rascasse. Avant-dernier virage du circuit, avec le magnifique dépassement de Jules Bianchi en 2014, qui lui aura valu les points pour ses premiers points en Formule 1 d'ailleurs. Et lieu évidemment très connu pour un parking, pour notamment une Ferrari 248 F1 en 2006. Ça, et autre moment. Excusez-moi, sécurité. J'avais pas vu. Ah d'accord, pardon. Excusez-moi, monsieur. Et en plus, t'étais en train de te remettre les lunettes en mode beau gosse et tout. J'avais pas vu. Et tu l'as regardé en mode... Tu te passais quoi dans ta tête? C'était un gâté. C'est un gâté ça. Oh putain merde. Ah merde, Vivien les poubelles. Il a dû aller sur les terrasses hein, quand même. Aïe aïe aïe. Donc voilà la Rascasse qui est donc ni plus ni moins qu'un bar un peu dansant, hein, on peut le dire, voilà. Hein? Je l'entends. C'est un beau moment. C'est un podcast. C'est un podcast dans mes oreilles, mais j'ai pas d'écouteurs. T'auras eu la chance de vivre le podcast en direct. Tout à l'heure, j'ai derrière, ouais. Si tu veux, tu pourras le re-regarder sur YouTube, histoire de te rappeler de belles histoires quoi. Au cas où, si jamais j'oublie le tour de Monaco, je et bah tu te refais le track-walk et ça c'est top. Anthony Nogues était un des fondateurs du Grand Prix de Monaco et le dernier virage du circuit porte son nom en son hommage. Alors c'est un virage qui est complexe, qui est légèrement surélevé à la corde et qui est en pointe pour le coup, donc faut vraiment être chirurgical. Il y a un vibreur à l'extérieur qui peut aussi un peu piéger les pilotes si tu prends un peu trop large. Généralement il y a un rail avec le vibreur et tu t'appuies dessus. En Formule 1 c'est une zone où les dépassements sont possibles assez souvent, bien que pour le coup en Formule 1 ça reste relativement difficile, mais si tu t'imposes à l'inter, faut s'imposer à l'inter et celui à l'extérieur, faut vraiment pas qu'il fasse le héros, sinon c'est deux voitures dans le mur directement. Voilà, faire un track walk c'est tout simplement génial. Si vous avez l'occasion d'en faire un, allez-y. Même si ça dure 2-3 heures, vous allez voir qu'à la fin, même si vous êtes fatigué, vous aurez un autre regard sur l'arène qu'est le circuit. C'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de réel. Vous y êtes et puis vous pouvez toucher les vibreurs, vous pouvez voir où passent les pilotes, vous pouvez toucher les rails, etc. Enfin, c'est absolument génial. Mine de rien, un circuit automobile, c'est assez long généralement. Et là, Monaco, ça ne fait que 3 km et quelques. Si vous allez à Spa-Francorchamps, vous allez voir que vous mettez 2 bonnes grosses heures en marchant un peu bien pour faire le tour du circuit, sachant que ça monte et ça descend aussi. Hein. Et vous allez voir, à la fin, vous êtes fatigué. Et donc, si c'est long à faire, autant le faire avec des potes. Ne le faites pas tout seul, ou alors faites-le en courant avec de la musique. Mais avec des potes, c'est un moment génial à passer. Et puis, forcément, vous allez vous remémorer des moments de sport auto, etc. Vous allez passer un vrai bon moment. Ça fait plusieurs fois que je me déplace sur des circuits et j'ai rarement l'occasion de faire un track walk. Mais en faire un, bah, c'est toujours bonnard, quoi. C'est trop bien. En vrai, moi je l'adore. Voilà, si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu évidemment, et puis bah on essaiera d'en refaire, ou en tout cas j'essaierai de prendre le temps de faire des track walks parce que c'est toujours génial. C'est des moments tellement... c'est le calme avant la tempête, tout simplement.